Alors la cosmologie, qu'est-ce que c'est? La cosmologie, c'est une branche de l'astrophysique qui étudie l'univers en tant qu'objet. Notre compréhension de l'univers, elle passe par l'étude de son contenu, donc que ce soit en énergie ou en matière, et ça passe aussi par l'étude de ses propriétés géométriques, notamment de sa courbure. Ces connaissances, elles nous permettent de déduire les conditions qui régnaient au sein de l'univers dans les tout premiers instants de son histoire. Donc ça, c'est ce qui rejoint le modèle du Big Bang. Ces connaissances nous permettent aussi d'essayer de reconstruire les différentes étapes de son évolution depuis ce fameux Big Bang jusqu'à aujourd'hui, et également, pourquoi pas, essayer de prédire son évolution future. Voilà. Et donc, c'est cette vue d'ensemble de l'univers, de son histoire et de ses représentations que je voudrais partager avec vous ce soir. Et donc, on a notamment Aristote, qui avait une vision de l'univers, qui est donc telle que je vous montre là sur la diapo. Donc, pour lui, l'univers, il était composé de différentes sphères concentriques. Sur ces sphères, on trouve, donc sur la plus éloignée, toutes les étoiles lointaines, les étoiles fixes. Et ensuite, sur chacune des sphères, on a ce qu'ils appelaient les astres errants, donc en fait des planètes. Aristote, dans son modèle, il découpe l'univers en deux régions. La première région, c'est ce qu'il appelle le monde supralunaire. C'est en fait une région qui s'étend de la sphère des étoiles fixes, donc la plus grande sphère, jusqu'à la sphère de la Lune. Cette région, il considère qu'elle est immuable et que les seuls mouvements qui s'y produisent sont des mouvements qu'il qualifie de naturels, c'est-à-dire des mouvements en fait, qui sont causés par des forces naturelles. La deuxième région, elle s'étend de la sphère de la Lune jusqu'au centre de la Terre. Et cette région, c'est ce qu'on appelle le monde sublunaire. Dans cette région, on retrouve également des mouvements naturels, mais on va retrouver aussi des mouvements qu'Aristote qualifie de violents. Alors pourquoi violents? Violents, c'est pour Aristote des mouvements qui sont causés par des forces qui ne sont pas naturelles. Vous voyez, par exemple, si je prends un crayon et que je le jette, ce mouvement a été initié non pas par une force de la nature, selon Aristote, mais par un être humain, et donc ça mérite de qualifier ce mouvement de violent. Alors, sans rentrer plus en détail dans la pensée d'Aristote, on peut déjà faire plusieurs remarques à ce stade. La première, c'est que, déjà, dans sa vision de l'univers, on a la Terre qui est au centre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle géocentrique. On peut également remarquer que, finalement, pour Aristote, l'ensemble de l'univers, ça ressemble plus ou moins au système solaire qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, ça a à peu près la même taille. Et une dernière remarque qu'on peut faire, et qui est vraiment importante pour la suite, c'est de remarquer que son découpage du monde, son découpage de l'univers, il se fait en fonction de la nature des mouvements qu'on peut observer. On a d'un côté les mouvements naturels et de l'autre les mouvements violents. Et donc cette vision du monde, elle va dominer pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'on appelle la révolution copernicienne, donc à la fin du XVe, début du XVIe siècle. On va avoir Copernic, donc lui, il va commencer par placer le Soleil au centre de l'univers. On va avoir également l'intervention de Galilée, qui est considéré comme le père de la physique moderne. Alors Galilée, entre autres, il va formuler un principe de relativité du mouvement, un principe de relativité galiléenne. Et ce principe de relativité, il dit en somme que le mouvement, c'est comme rien. C'est-à-dire que se déplacer, c'est comme si c'était rien. Et donc pour comprendre ça, on peut faire une petite expérience de pensée. Je vous invite à imaginer que vous vous trouvez dans la cale d'un bateau et tous les hublots sont fermés, vous ne voyez absolument pas ce qu'il y a dehors. Par contre, dans la cale, vous avez avec vous des ressorts, des aimants, des billes, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire plein de manips de physique. Et ce que dit Galilée, en fait, c'est que quelles que soient les manips de physique que vous allez faire, quelles que soient les mesures que vous allez essayer de réaliser, vous allez être incapable de savoir si le bateau dans lequel vous vous trouvez, il est immobile, ou alors s'il est
en mouvement, on l'appelle rectiligne, c'est-à-dire qu'il se déplace en ligne droite et à vitesse constante. Un peu après ça, on va voir Kepler qui, lui, va proposer une formulation mathématique. Il va trouver des relations mathématiques pour décrire le mouvement des planètes. Et enfin, on aura Newton qui va faire une synthèse de toutes ces découvertes et fonder la mécanique classique qu'on appelle la mécanique de Newton. Il va notamment formuler la loi universelle de la gravitation. Et donc le mot universel, il est très important ici parce que avec cette loi, Newton il montre qu'on peut expliquer de la même façon en fait, le mouvement des planètes et les mouvements qu'Aristote qualifiait de violents, donc les mouvements qui se produisent sur Terre. Et donc de ce point de vue-là, on se rend compte que finalement le seul critère qui était important d'après Aristote pour différencier les différentes régions du monde, il s'effondre. Et donc l'ensemble de ces connaissances vont naturellement mener à une nouvelle compréhension du mouvement et donc à un nouveau modèle cosmologique. Ce modèle cosmologique, c'est le modèle cosmologique de Newton, ou modèle cosmologique newtonien. Vous en avez une représentation ici. Alors on retrouve les différents éléments, on voit que le Soleil est au centre, on pourrait mentionner que les planètes suivent des ellipses, etc. C'est une vision qui, normalement, vous parle déjà un peu plus. Parce que, bon, là, on voit clairement le système solaire. Cependant, pour Newton, il faut bien préciser, ça, c'est pas juste le système solaire. Cette représentation-là, c'est l'univers. C'est tout l'univers. Quand on passe de Aristote à Newton, on a donc cette fois-ci un modèle héliocentrique de l'univers. Avant, c'était géocentrique. Avec Newton, on a un espace et un temps qui sont totalement séparés. Les deux ne se parlent pas. On a l'existence d'un temps qui est universel. On a également un espace dans lequel évoluent les objets. Et cet espace, il est fixe et immuable. Également, avec Newton, on considère qu'il n'y a pas de vitesse maximale. Essentiellement, d'après Newton, ce qu'il appelle une force, ça décrit une action instantanée à distance. Donc bon, vous savez probablement que le Soleil, il n'est pas au centre de l'univers. Vous savez qu'il se situe dans la Voie lactée. Et donc une vision un petit peu plus correcte du système solaire, c'est celle-ci, où on a le Soleil qui tourne, en fait, qui se déplace dans la Voie lactée. Il tourne autour du centre de la galaxie à une vitesse d'environ 30 km par seconde, ce qui fait un peu plus de 100 000 km/h. Et les planètes tournent autour de lui et le suivent dans sa course folle autour du centre galactique. Quelque temps plus tard, un illustre inconnu, du nom de Albert Einstein, va totalement repenser la physique de Newton. Il va fonder ce qu'on appelle la relativité restreinte et la relativité générale. Le principe fondamental de la relativité restreinte, c'est de considérer qu'il existe une vitesse limite, donc maximale, et il se trouve que cette vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Si on veut prendre cet effet-là en compte dans les équations, on est obligé de renoncer à l'indépendance de l'espace et du temps. On est obligé de mélanger les deux ensemble, et c'est de cette façon qu'on obtient une entité qu'on appelle l'espace-temps, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais Einstein ne va pas s'arrêter là. Einstein il va également renoncer à l'espace fixe et immuable. Il va considérer que l'espace-temps peut se déformer, peut se courber, et il va même montrer que la courbure de l'espace-temps, finalement, c'est ce qu'on appelle la gravité. Donc pour comprendre ça, si on représente sur la petite animation l'espace-temps par la grille et qu'on place un objet massif au milieu, donc qui déforme cette grille, par exemple la Terre, on a un objet qui approche, ici en rouge, ça peut être une météorite ou un rayon lumineux, et bien cet objet va suivre la déformation de l'espace-temps, il va suivre sa courbure, et il va donc être dévié. Et donc avec Einstein, on passe d'un espace et d'un temps qui sont séparés à un espace-temps. On passe d'un temps universel à un temps relatif.
Et on passe d'un espace qui est fixe et immuable à un espace qui peut se déformer et dans lequel la courbure, c'est la gravité. Également, pour lui, puisque rien ne peut aller plus vite qu'une certaine vitesse, eh bien, la transmission de l'information, mais même des forces, comme la gravité, se fait nécessairement avec un retard. Et donc, pour bien comprendre ça, je vous propose de faire un petit battle entre Newton et Einstein. Donc, on va faire une petite expérience de pensée en s'appuyant sur les petites animations et on va voir ce qui se passe. L'idée, c'est de se dire, alors on imagine la Terre en train de tourner autour du Soleil et on imagine comme ça que d'un coup, le Soleil disparaît et on regarde quelles sont les conséquences de cette disparition sur la Terre. Alors pour Newton, donc on a la Terre qui tourne comme ça. Hop, on retire le Soleil et instantanément, la force de gravité cesse de s'appliquer et la Terre part en ligne droite. Dans la vision d'Einstein, on a également donc, la Terre qui tourne autour du Soleil. On retire le Soleil, la Terre continue de tourner pendant un certain temps, puis ensuite seulement, elle n'est plus soumise à son action gravitationnelle et donc elle part en ligne droite, elle poursuit sa vie. Alors ce petit délai entre le Soleil et la Terre, c'est à peu près 8 minutes, donc c'est pas excessivement long, mais c'est pas négligeable. Et c'est la vision d'Einstein qui est bien sûr correcte. Et donc, cette nouvelle compréhension du mouvement, grâce aux travaux d'Einstein, vont nécessairement mener à la remise en question du modèle cosmologique newtonien et à l'élaboration d'un nouveau modèle. Ce modèle, vous en avez déjà entendu parler probablement, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Alors il y a plusieurs façons de vous raconter l'histoire du Big Bang. La première, c'est de vous raconter les grandes étapes de sa formation en suivant les découvertes scientifiques. Une autre, ça consiste pour moi à vous faire la narration des différentes étapes de sa formation. Et donc c'est cette deuxième approche qu'on va faire ensemble. Mais avant ça, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour passer en revue ce qu'on appelle les 3 piliers du Big Bang. Alors les piliers du Big Bang, ce sont en fait des observations, donc des choses que l'on voit, que l'on constate, qui sont extrêmement fortes et qui sont toutes en faveur, en accord avec le modèle du Big Bang. La réciproque de ce que je viens de dire, c'est que, une implication, c'est que finalement, si jamais on devait inventer ou proposer un nouveau modèle cosmologique, autre que le Big Bang, eh bien ce nouveau modèle, pour s'imposer, il devrait expliquer au moins aussi bien que le modèle du Big Bang ces 3 observations-là. Parce qu'on ne peut pas faire comme si on ne les connaissait pas. Donc ce premier pilier, il est lié à ce qu'on a appelé pendant une époque la fuite des galaxies. Qu'est-ce que c'est que ça, la fuite des galaxies ? Il faut remonter un petit peu au début du XXe siècle, en 1929, avec Hubble. Donc Hubble, il faisait des observations sur des objets lointains et il observait des choses étranges. Alors, pour comprendre un petit peu en quoi ces observations étaient étranges, je dois d'abord vous dire que la matière, elle est capable d'absorber ou d'émettre de la lumière, mais seulement pour certaines longueurs d'onde, seulement pour certaines couleurs. Et ces couleurs, elles sont en fait caractéristiques des atomes qui composent la matière. Vous voyez, par exemple, si on regarde le Soleil, eh bien, on va voir toutes les couleurs qui sont présentes, parce que la lumière du Soleil, c'est ce qu'on appelle de la lumière blanche, donc elle contient toutes les couleurs. Mais on va avoir par endroits des bandes verticales dans lesquelles il y aura une absence de couleurs. Ces bandes verticales, c'est ce qu'on appelle des raies d'absorption. Et bien pour le Soleil, on retrouve, si on regarde le spectre du Soleil, on va retrouver les raies d'absorption des éléments qui composent le Soleil, c'est-à-dire essentiellement l'hydrogène et l'hélium. Ce qui est important, c'est de noter que ces raies d'absorption, elles sont caractéristiques des atomes, et donc elles sont toujours au même endroit. Du moins en théorie. Parce que Hubble, quand il fait ses observations sur des galaxies lointaines, il remarque que ces raies d'absorption, elles ne sont pas au même endroit que d'habitude. Elles ne sont pas là où il les attendait.
elles sont un peu décalées, et elles sont toujours décalées dans le même sens. Elles sont décalées vers le rouge. Et il remarque même une autre chose, c'est que plus les galaxies sont loin, plus ce décalage vers le rouge est important. Alors, cette observation, hein, c'est un constat, donc on doit l'admettre. Mais ensuite, on peut essayer de l'interpréter. Donc, une première façon d'essayer d'interpréter ce résultat, c'est de se baser sur un phénomène physique que l'on connaissait déjà à l'époque, qui est l'effet Doppler. Donc, l'effet Doppler, c'est le décalage en fréquence d'un signal en fonction de la vitesse de la source d'émission. C'est exactement ce qui se produit, hein, ce que vous pouvez percevoir quand vous vous baladez dans la rue, et puis il y a une ambulance qui passe. Hein. Quand elle se rapproche de vous, la longueur d'onde est compressée, donc on va vers les hautes fréquences, et on entend un son qui est plus aigu. Et quand l'ambulance vous dépasse et s'éloigne de vous, eh bien, vous entendez un son qui est plus grave. Donc, de cette façon, on pourrait essayer d'interpréter le résultat de Hubble. Puisque toutes les galaxies voient leur spectre décalé vers les grandes longueurs d'onde, eh bien, ça veut dire qu'elles s'éloignent toutes de nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce phénomène la fuite des galaxies. Mais c'est un petit peu bizarre, cette histoire de fuite des galaxies, parce que ça voudrait dire que nous, on est dans la seule galaxie qui ne se déplace pas, et surtout, on est dans la seule galaxie qui est fuie par toutes les autres. Un peu comme si, je sais pas, on est dans la seule galaxie qui n'a pas pris de douche, et tout le monde se barre, tout le monde s'éloigne de nous. Une autre façon de résoudre ce problème, qui est en fait un petit peu plus élégant, c'est d'imaginer que c'est l'univers, c'est l'espace lui-même qui est en expansion. Et donc pour visualiser ça, on peut imaginer comme ça plusieurs galaxies. On place une petite grille qui va représenter l'espace-temps, et on tire sur cette grille. Et vous voyez que dans cette grille, les objets ne bougent pas. Et quand un rayon lumineux, par exemple, est émis d'une galaxie à l'autre, lui, en se baladant, il est étiré avec la grille, et donc comme ça, on a bien ce décalage vers le rouge qui est reproduit. Alors en quoi ça, c'est une indication du modèle du Big Bang ? Eh bien, si l'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il grandit au cours du temps, et donc si on se repasse le fil dans l'autre sens, ça veut dire que il était plus petit dans le passé. Donc il était plus petit, il était plus dense et également plus chaud. Et en fait, un univers initialement dense, chaud et en expansion, c'est précisément ce qu'on appelle le modèle du Big Bang. Donc cette première observation, elle est très fortement en faveur du modèle du Big Bang. Le deuxième pilier, c'est lié à la composition des étoiles. Il se trouve que pour expliquer la composition des étoiles en hélium, hydrogène, deutérium, on a montré, Alpher et Gamow ont montré qu'on ne pouvait expliquer cette composition que dans le cadre d'un univers initialement dense et chaud, et un univers qui est en train de se refroidir lors de la formation des atomes, lors de la synthèse des atomes. Et donc là, on a deux observations différentes qui, toutes les deux, pointent vers ce qu'on appelle un modèle de Big Bang. Enfin, le troisième pilier, c'est une prédiction, en fait. Ça revient à se dire que si l'univers il était initialement très dense et très chaud, il devait également être très lumineux. Donc cette lumière primordiale, même si elle a été diluée au cours de l'expansion de l'univers, elle doit encore être visible aujourd'hui et on devrait pouvoir la détecter. Donc ça, c'est une prédiction qui a été faite en 1948 par Gamow. Et c'est quelque chose qui a été découvert, mais alors totalement par hasard, par deux ingénieurs du nom de Penzias et Wilson. Donc, ils ont découvert ça en 1965, et d'ailleurs, ils ont eu le prix Nobel pour cette découverte. Donc eux, je vous ai mis en bas une image de l'antenne qu'ils construisaient. Eux, ils bossaient pour une compagnie de téléphonie, et ils essayaient de mettre au point un nouveau moyen pour
pour communiquer à grande distance. Donc il y avait cette grande antenne pour essayer de parvenir à ça. Et en fait, quelle que soit la direction dans laquelle ils orientaient leur antenne, ils avaient toujours un bruit de fond dont ils n'arrivaient pas à se débarrasser. Et il y a un comme ça, de proche en proche, à force d'essayer de comprendre ce qu'il y avait et surtout de ne pas y arriver. Ils en ont parlé à des collègues, qui en ont parlé à des collègues, et puis tout ça, c'est arrivé aux oreilles de Gamow et de ses collaborateurs, et ils se sont dit, bah écoutez, c'est tout, vous avez trouvé cette lumière qu'on cherche depuis pas mal de temps. Et donc cette première lumière, c'est le rayonnement du fond diffus cosmologique. On en parlera un peu plus tard, dans les différentes étapes de la formation de l'univers. Et pour l'instant, on va commencer avec donc, la toute première étape, les fluctuations quantiques. Alors les fluctuations quantiques, vous allez me dire, oh là là, c'est super compliqué. Déjà, il y a quantique dans le nom. Et en plus, il y a une équation sur la diapo, donc ça ne va pas du tout. Mais pas de souci, on va y aller tranquillement. Alors, le point de départ, c'est de se demander quelle serait la situation initiale la plus simple qu'on pourrait imaginer pour essayer de former l'univers. Alors, bon, le plus simple, en toute rigueur, ce serait rien du tout. Bon, rien du tout, c'est un peu trop simple, on n'y arrive pas encore. On va simplement considérer un espace vide de toute matière, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas d'atomes, il n'y a rien du tout. Et dedans, alors cet espace, on le considère tout rikiki, comme ça, c'est vraiment pas très dur à imaginer. Et dans cet espace, on met simplement les lois de la physique. Et bien, il se trouve qu'il y a ce monsieur-là, Heisenberg, qui, donc, sans s'intéresser à l'univers, a montré qu'en physique quantique, la relation que je vous montre ici, c'est une loi de la physique. Et donc, cette relation-là, elle doit s'appliquer aussi dans les tout premiers instants de l'univers. Donc, cette relation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, les petits triangles, ça représente une variation. Donc, ça nous dit que la variation de E, donc de l'énergie, fois une variation du temps, c'est quelque chose qui doit être toujours supérieur ou égal à un nombre. D'accord? Ce qui compte ici, ce qui est important, c'est que ce nombre, c'est pas 0. Et donc ça veut dire que delta E, donc la variation d'énergie égale à 0, et bien en fait, c'est pas possible. Il y a forcément un petit delta E. Et donc, cette équation, ce qu'elle nous montre, c'est que d'une certaine façon, il est possible d'emprunter de l'énergie au vide. Un petit peu comme nous, quand on va à la banque pour obtenir un prêt, on emprunte de l'argent à la banque, et là, la banque, c'est l'univers, le vide, et on nous prête de l'énergie. Ce qu'on peut remarquer également avec cette équation, c'est que plus on emprunte de l'énergie à l'univers sur un temps très très court, plus on a le droit d'emprunter beaucoup d'énergie. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout comme les banques, mais c'est quelque chose qui va être utile dans pas longtemps. Pourquoi c'est utile? Bien parce que si on a des petites fluctuations d'énergie, ça veut dire que notre univers, notre espace qu'on avait imaginé initialement vide, et en fait, il n'est pas si vide que ça. Il y a des fluctuations d'énergie un peu partout, et donc on a de la lumière, des photons, parce que l'énergie, c'est des photons. Et on peut utiliser une deuxième chose que l'on connaît bien aujourd'hui en physique des particules et qu'on observe tous les jours dans les accélérateurs, c'est les processus de production de paires de particules et d'annihilation de particules. Donc vous avez les petits schémas de ces processus. La production de paires, ça consiste en fait à prendre deux photons suffisamment énergétiques, à les faire se rentrer l'un dans l'autre, on les fait entrer en collision, et en sortie, eh bien, la lumière disparaît, mais par contre, on a fabriqué de la masse. Ça permet de générer une particule, par exemple un électron, et son antiparticule, un positon. De la même façon, on peut observer le phénomène inverse. Si on prend un positon et un électron, on les fait se rentrer dedans, et hop, en sortie, donc, la masse s'annihile, et on récupère de l'énergie selon E égale mc2. Et donc ces petits processus, ça nous dit quoi? Finalement, notre univers, notre espace qui était initialement vide, non seulement il y a des petites fluctuations d'énergie, mais en plus, via ces processus, on peut fabriquer de la matière. Et donc en permanence, il y a comme ça, un peu partout, production de matière, puis annihilation, juste après.
ces processus de fluctuation quantique, ça va nous permettre de avoir en permanence production, annihilation de matière. Et cette situation, c'est le point de départ qu'on va pouvoir utiliser dans l'étape suivante, qui est l'inflation cosmique. Alors l'inflation, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu aujourd'hui, qui fait encore l'objet de nombreuses recherches. C'est un point qui est assez technique, mais on va simplement voir dans les grandes lignes en quoi ça consiste. Donc l'inflation, c'est une période dans l'histoire de l'univers, une période extrêmement courte, parce qu'elle dure 10 puissance moins 32 secondes. Mais pendant ce très court laps de temps, l'univers va subir une expansion, pas n'importe laquelle, une expansion accélérée. Donc une expansion extrêmement rapide, extrêmement violente, voire même carrément brutale. Pourquoi ça ? Parce qu'on sait que durant ce très court laps de temps, l'univers a dû grandir d'un facteur au moins égal à 10 puissance 26. Donc à ce moment-là, une fois ces 10 puissance moins 32 secondes écoulées, une fois que l'univers a suffisamment grandi, la température de l'univers est de l'ordre de 10 puissance 28 Kelvin. Cette étape d'inflation, elle est cruciale. Pourquoi elle est cruciale ? Eh bien parce que dans l'étape d'avant, on avait juste des petites fluctuations d'énergie avec apparition et disparition de matière. Pendant l'inflation, ces petites fluctuations sont comme gelées, parce que l'inflation est extrêmement rapide, et donc en un temps extrêmement court, les particules de matière qui se sont formées à cet instant-là se retrouvent extrêmement éloignées les unes des autres, et peuvent plus se recombiner pour s'annihiler. Et donc c'est de cette façon qu'on arrive à expliquer pourquoi ou comment on arrive à fabriquer de la matière et faire en sorte que cette matière reste stable dans le temps. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Alors c'est un mot compliqué, nucléosynthèse primordiale, pour dire simplement qu'on va fabriquer les noyaux des atomes, les tout premiers noyaux des atomes. Donc au début, l'étape de départ, cette fois-ci, donc c'est la fin de l'étape précédente, c'est on a plein de particules élémentaires, des quarks, des électrons, des gluons, tout ce qu'on veut. La température est de l'ordre de 10 puissance 28 degrés, et l'univers est en expansion. Donc en grandissant, la température diminue, et il arrive un moment où les photons ne sont plus suffisamment énergétiques pour empêcher les quarks de se mettre ensemble. Ça se produit quand la température est de l'ordre de 10 000 milliards de degrés. À ce moment-là, les quarks vont pouvoir se mettre ensemble et former les protons et les neutrons. Et les protons, c'est des noyaux d'atomes d'hydrogène. Donc tous les noyaux d'atomes d'hydrogène se forment à ce moment-là. Ensuite, l'univers continue de grandir, la température continue de diminuer jusqu'à ce qu'elle atteigne 1 milliard de degrés. À cette température, les photons sont plus suffisamment énergétiques pour empêcher deux atomes d'hydrogène de fusionner, les protons et les neutrons de fusionner ensemble pour former des atomes, des noyaux plus gros. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à former du deutérium, de l'hélium, du lithium. On ne va pas plus loin. On ne forme pas de carbone et d'oxygène pour plusieurs raisons. Déjà parce que la probabilité de collision de tous ces noyaux diminue avec le nombre de noyaux dont on a besoin. Et également parce que au bout de 3 minutes, au bout de seulement 3 minutes, la température qui continue de diminuer, la température de l'univers qui continue de diminuer à cause de l'expansion, est telle que, cette fois-ci, même les atomes d'hydrogène vont plus avoir suffisamment d'énergie pour fusionner entre eux. Et donc, en fait, en 3 minutes, après la naissance de l'univers, on a fabriqué toutes les particules élémentaires, on a fabriqué tous les noyaux d'hydrogène, tout le deutérium, tout le lithium, tout l'hélium et une partie du lithium. L'étape d'après, c'est le fond diffus cosmologique. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la toute première lumière qui a été
libre de se propager dans l'univers, c'est ce qu'ont détecté Penzias et Wilson, les deux ingénieurs qui ont eu le prix Nobel par hasard. Ce fond diffus cosmologique, il s'est produit à peu près 400 000 ans après la naissance de l'univers. Donc entre les 3 minutes dont on parlait tout à l'heure et les 400 000 ans, eh ben en fait, l'univers, ça va être un milieu opaque qui va regrouper bien, tous les noyaux d'atomes déjà formés, les électrons, et au milieu de tout ça, il y a la lumière qui cogne contre les électrons, puis contre les noyaux, etc., qui est piégée à l'intérieur de ce milieu opaque. Et au bout de 400 000 ans, la température passe sous les 3000 degrés, et à ce moment-là, la lumière est plus suffisamment énergétique pour empêcher les noyaux et les électrons de s'agencer ensemble. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va former les atomes neutres, vraiment pour la première fois, en tout cas les atomes tels qu'on les connaît. Alors ce fond diffus cosmologique, aujourd'hui on en a des observations extrêmement fines. Je vous ai mis ici donc l'observation du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne. Alors ici, si vous regardez au centre, vous voyez essentiellement la galaxie. Donc ça, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Le fond diffus cosmologique, lui, c'est les petits points qui sont sur les bords, dans le fond. Et après tout un tas d'étapes de nettoyage, d'analyse de données, etc., on peut obtenir cette carte-là, où ici, vous voyez les fluctuations de température de cette toute première lumière qui a été émise, qui a été libre de se propager dans l'univers lorsqu'il avait 400 000 ans. Un peu après ça, on rentre dans ce qu'on appelle les âges sombres. Alors les âges sombres, grosso modo, ça ressemble à ça. Voilà, c'est tout noir. C'est pas parce que c'est tout noir qu'il se passe absolument rien. C'est une période qui va durer 400 millions d'années, mais pendant tout ce temps, les atomes, la matière qu'on a formée avant, va se regrouper lentement, mais sûrement, grâce à la gravité, et va former les premières étoiles. Et ensuite les premières galaxies. Donc ces premières étoiles qu'on forme, elles sont un peu particulières. Vous voyez sur le dessin, elles sont extrêmement grandes. Elles sont vraiment gigantesques. C'est ce qu'on appelle des étoiles de population 3, et typiquement, elles font la taille du système solaire. Ces étoiles, elles ont une durée de vie extrêmement courte, à peine 1 million d'années. C'est très court pour une étoile. Et en leur sein, via des processus de fusion nucléaire, elles vont fabriquer les atomes de carbone, d'oxygène, d'azote. Et une fois arrivées en fin de vie, lorsqu'elles vont exploser au cours d'une supernova, elles vont même fabriquer tous les autres atomes que l'on connaît aujourd'hui. En explosant, elles viennent comme ça enrichir le milieu interstellaire, l'espace de ces nouveaux atomes. Et ces nouveaux atomes, pareil, avec le temps, ils vont se regrouper, s'agglutiner et donner naissance à des proto-galaxies, puis à des galaxies. Des galaxies comme la galaxie d'Andromède, ou comme notre galaxie, la Voie lactée. Je vous propose maintenant, une fois qu'on est arrivé à la période actuelle, l'existence des galaxies, de prendre un petit peu de recul pour avoir cette vue d'ensemble de l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, si on s'éloigne un petit peu, donc on a notre galaxie, la Voie lactée. Un petit peu plus loin, on a la galaxie d'Andromède. On continue de s'éloigner. On voit que les galaxies sont agencées en groupes. Les groupes de galaxies forment eux-mêmes des amas de galaxies. On continue de s'éloigner. On se rend compte que des amas, il y en a plusieurs. Et que ces amas sont même regroupés et forment des superstructures, comme la superstructure de Laniakea, qui est celle dans laquelle nous nous trouvons. Et ces superstructures sont reliées entre elles
par des filaments cosmiques et donne naissance, forme la toile cosmique.